Merci d'être là, merci d'être venu à cette deuxième rencontre sur l'art de jardin que l'Institut européen des jardins et paysages organise depuis quelques temps maintenant, en partenariat avec la Fondation Maison de Sciences de l'Homme, que je tiens à remercier vivement pour cet accueil, pour l'organisation de cette soirée, de toutes les soirées qu'on va vous proposer, donc qu'on va programmer. Je vous invite à consulter de temps en temps le site de l'Institut européen des jardins et paysages, de la Maison des sciences de l'homme, et puis bon, là, on va faire circuler l'information, mais on va essayer de multiplier ces moments de discussion, de partage, d'échange autour de thématiques liées à l'art des jardins. Donc, moi, je vais essayer de laisser parler le plus possible nos deux invités, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous donc, Gilles Clément et Frédéric Basset. Je les présente en quelques mots. Frédéric Basset est journaliste. Vous avez peut-être vu ou lu, si possible, quelques-uns de ses ouvrages. Elle a beaucoup écrit sur les jardins, sur l'environnement, sur les liens entre le jardinage et l'environnement. Et elle a écrit, entre autres, un ouvrage absolument remarquable sur Gilles Clément. Évidemment, d'où sa présence ici, parce qu'elle connaît peut-être mieux que d'autres personnes la pensée, l'œuvre de Gilles Clément. Et puis donc Gilles Clément qui est avec nous aussi, donc qui nous a fait l'honneur, le plaisir de venir partager ses idées avec nous. Est-ce qu'il faut présenter Gilles Clément? Enfin, je ne pense pas. Et en tout cas, il est évidemment paysagiste, mais aussi botaniste, entomologiste et écrivain. Il ne faut pas l'oublier. Et jardinier, pardon. Oh là là, je ne commençais pas. Bon. Et voilà, donc je vais essayer de laisser le plus possible, parce que évidemment, moi aussi j'ai envie d'écouter, d'apprendre et de découvrir avec vous ce que nos invités ont à dire. Mais je voulais d'abord commencer par une question, notamment par rapport à cet ouvrage de Frédéric Basset que j'ai cité, qui s'appelle Les 4 saisons de Gilles Clément, qui est sorti il y a une dizaine d'années. Alors, il est sorti en 2008, et puis il y a eu une réédition, une actualisation en 2021, 22, je ne sais plus. 22, 21, je dirais. Ah bon? non, Il me semblait que 22. c'était il y a un an, mais bon. Oui, peut-être, oui, c'est Bon. possible. Excusez-moi, je suis un peu perdue avec les chiffres. Mais voilà, et donc où j'ai réactualisé, en fait, 10 ans après, la vie et l'œuvre de Gilles. Bah, justement, commençons par ça. Alors, Frédéric, si tu veux bien, comment est née, à mon avis, vous avez déjà tous les deux répondu 1000 fois à cette question, mais bon, comment est née cette idée? D'où vient cette idée et comment vous avez travaillé ensemble? Alors, cette idée est venue en marchant dans les vignes, hein, dans ma campagne. Voilà, elle a surgi comme ça. Pour être tout à fait honnête, il ne s'agissait pas de Gilles au départ. Je voulais faire les 4 saisons de quelqu'un d'autre. Mais j'avais l'idée déjà d'une collection qui finalement c'est pas réalisée, en tout cas pour l'instant. Mais donc la personne que j'imaginais interroger sur sa vie, son œuvre, a décliné. Enfin, m'a mené en bateau, on va dire plutôt. Ce sera plus juste, ça arrive. C'était oui, c'était non, c'était peut-être, c'était bon. Puis à un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit bon, allez, on passe à autre chose. Et j'ai demandé à Gilles, que je connaissais déjà, que j'avais interviewé plusieurs fois dans des revues auxquelles je collaborais. Et Gilles m'a répondu, je m'en souviendrai toujours, Hardy le projet. Tu t'en souviens? Hardy le projet. Donc voilà, c'est parti comme ça. Donc je suis allée à la Vallée, dans la Creuse, là où Gilles a sa maison et son magnifique jardin. Et on a passé une semaine où j'ai fait, je sais pas, une 40aine d'heures d'interview. Et puis évidemment, avant d'aller le rejoindre à la Vallée, j'avais lu ou relu tous ces bouquins pour m'imprégner un peu de ses concepts, de sa vision du monde. Voilà, c'est né comme ça. Et voilà, l'écriture a été assez rapide parce que finalement, c'est assez facile d'écrire sur Gilles. Oui, parce que bon, je pense qu'on a à peu près la même vision du monde. Et puis, voilà, on est proche des plantes, à des niveaux différents, évidemment. Mais enfin, oui, ça a été assez facile. J'ai eu un peu d'appréhension quand j'ai réactualisé en me disant, est-ce que je vais retrouver
le ton quoi, de la première version, ben oui, en fait, il y a pas de rupture. Voilà. Alors, Gilles, je ne sais pas ce que tu as pensé de ces interviews intempestifs à la Vallée. C'était quelque chose d'agréable parce que ça m'obligeait à revenir sur des temps que j'avais pas complètement oubliés et qui m'avaient paru suffisamment importants pour qu'on en reparle à nouveau, mais pour des raisons précises, qui sont celles du maintien de la diversité, d'un certain mode de gestion dans une économie de la non-dépense et ainsi de suite. Donc finalement, en répondant aux questions de Frédéric, je ne faisais que vérifier certaines choses que je n'avais pas forcément eu l'occasion de vérifier. Bon. Il me semble, je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais que vous travaillez sur quelque chose d'autre. C'est un peu tôt pour en parler. Non, c'est pas. Ouais, c'est tout, toi. Il va tout dévoiler. En fait, on est en train de travailler sur un livre qui sortira au printemps prochain sur les herbes folles de chez Gilles à la Vallée. Voilà. Frédéric dit on est, ça voudrait dire presque nous sommes. Autrement dit, les deux, non pas du tout, c'est elle qui fait tout. Bon, pas tout à fait. Mais bon, il est débordé, alors je suis bien obligée. Bon, donc voilà, en tout cas, je vous invite à le lire parce que c'est un livre absolument. Moi, je connais uniquement, malheureusement, je ne connais pas la version actualisée, mais c'est absolument passionnant. Et c'est une approche qui me semble très intéressante parce qu'il y a justement, il n'y a pas de rupture entre la vie, l'œuvre, la pensée, et comme c'est vraiment dans la vie, enfin, effectivement, alors qu'on est habitué à séparer un peu les choses. Mais donc voilà, je voulais vous lancer le débat entre vous deux, la discussion entre vous deux, juste avec je ne sais pas, c'est pas vraiment une question, mais bon, le thème jardin et politique, je crois qu'on est tous conscients du fait que le jardin possède bien entendu une dimension esthétique, une dimension philosophique, une dimension poétique, mais aussi une dimension politique. Mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit et de quelle manière finalement le jardin peut jouer un rôle vraiment dans la vie de la cité, dans la vie et surtout dans un moment aussi difficile, aussi crucial, avec toutes les questions qu'on se pose par rapport à notre permanence sur Terre, la continuité de l'espèce peut-être. Mais bon, en tout cas, le jardin peut sans doute jouer un rôle, et c'est ça le sujet dont vous allez nous parler. Je ne sais pas, il y a une question que tu veux commencer à poser à Gilles, hein, c'est ça? Voilà, donc... La première question que je voulais te poser, Gilles, c'est si les plantes sont parfois étiquetées dans les jardins, en fait, elles ne sont jamais encartées. Elles ne font pas partie d'un parti politique, hein, elles sont ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Donc, comment, du coup, un jardin peut-il être politique avec des plantes qui, a priori, ne le sont pas? Ça, c'est sûr qu'elles ne le sont pas. Il n'y a pas de vision manichéenne dans la façon de vivre du vivant non humain. Les plantes et les animaux ne déterminent pas le bien et le mal en faisant la séparation. Ce que l'on a le droit de protéger et ce que l'on condamne. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste l'opportunisme biologique qui les amène à faire certaines choses, comme par exemple un animal carnivore va aller attraper un autre animal, il fait quelque chose qui est un meurtre, un assassinat, si on le regarde de façon culturelle, humaine. Sinon, c'est juste de la nourriture dont il a besoin, c'est tout. Et c'est pareil, évidemment, pour les plantes. Bon, nous, ça nous arrive aussi de tuer quelques animaux. Il y a des usines pour ça. Il y a aussi ceux qui jouent avec des fusils. Bref, il n'y a pas de raison d'appliquer au monde vivant non humain les motifs culturels, les règles culturelles que nous avons établies qui nous compliquent énormément la vie, par ailleurs. Ça, c'est autre chose. Mais bon, les plantes et les animaux font ce qu'elles veulent pour vivre. Nous aussi, on est censé, mais ce n'est pas le cas. En mai 2007, on a eu une élection de Nicolas Sarkozy. Et à ce moment-là, tu as refusé de répondre à la commande publique de jardin. C'était un acte politique, non?
C'était une réaction, oui, bien sûr, politique, mais pas que politique. Moi, j'étais complètement perturbé. Je ne comprenais pas. On avait vu qui était le personnage. Il avait été ministre quand même avant. Et c'était pas. Enfin, on en avait je sais pas comment dire, toute la caricature. Et tout à coup, il est président. Mais c'est complètement fou, quoi. Comment on a pu aller jusque-là sans comprendre qui il était vraiment, en acceptant quelqu'un qui est un roublard, qui s'amuse. Il a le droit de jouer, d'accord. Enfin bon, c'est sur le dos non. Et moi, ça m'a choqué complètement. J'étais par terre, j'étais tout seul dans ma maison ce jour-là. J'entends ça à la radio. Je me dis, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Et je me suis retiré de ce qui est l'équivalent d'une commande publique directe. Enfin, bon, c'est très difficile parce qu'il y a des moments où on a, nous, des commandes parfois avec des mairies ou avec des responsables de région, mais qui sont forcément liés à l'État, mais en même temps qui ont aussi des positions complètement différentes et où on peut se dire on n'est pas dans le jeu de cet homme-là, quoi. Donc il y avait forcément aussi des commandes que j'ai gardées, que j'ai acceptées, d'autres non. Je me suis défait de ça. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai pu faire, hein, parce que moi j'ai aucun pouvoir, j'ai pas d'argent, j'ai pas de machin. Bon, mais c'est bizarrement quelque chose qui a été entendu parce que il y a un média, c'est Libé, qui avait écrit un petit article alors que c'était pas du tout prévu, parce qu'il y avait une journaliste de Libération qui était venue dans un jardin près de à la Villette. Et puis ensuite, c'est passé ou dans Télérama ou enfin bref, dans l'un ou l'autre. Bref, voilà. Donc, ça fait un petit buzz. Oui, Alors parce que, qu'en fait, tu as fait une lettre expliquant pourquoi oui, voilà, donc oui, tu mais as, ça, c'était pas une lettre. C'était juste un petit texte sur mon site pour que mes clients sachent de quoi il s'agit. C'est tout. Ok, bah, je pense que maintenant tu peux nous montrer tes images. Oui, bon. Alors, quelques images. Une série qui est sur le changement de modèle culturel avec une image illustrant le jardin en mouvement, une le tiers paysage et une la question du brassage planétaire qui est la plus difficile politiquement. Une série qui est sur l'illusion de la maîtrise. Ensuite, je passerai la, la parole à Frédéric avec quelques images, des images sur les jardins partagés et je reviendrai sur l'alternative ambiante. Donc, une image qui illustre un principe où la forme n'est pas considérée comme la construction pérenne. Ça n'est pas une architecture durable, c'est fait avec des végétaux qui vont d'une année sur l'autre. Là, c'est le jardinier qui a trouvé que bon, ben, c'était intéressant de passer d'un point A à un point B ou d'aller vers une plante qu'il a vu fleurir, ou je sais pas, quelque chose qui justifie le tracé momentanément. Donc la forme va changer. Des plantes qui, de toutes les façons, elles, ne survivent pas parce qu'elles meurent après avoir fait les graines, hein, c'est l'hétérophyte. Et par contre, les graines se sont dispersées, sont allées ailleurs. Et voilà. Donc, est-ce qu'on suit le mouvement de ces espèces-là sur le terrain d'une année sur l'autre? Si oui, c'est ça le jardin en mouvement. On change les formes d'une année sur l'autre obligatoirement. Ça, c'est l'acceptation de ce qu'on peut appeler la friche. Alors là, c'était plutôt pas l'acceptation, c'était au contraire la détestation de la friche. Et la phrase du maréchal Pétain à l'époque, c'est un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. Bon, quand la friche s'installe, c'est exactement l'inverse. C'est la diversité qui vient là, car c'est justement le lieu d'accueil à une diversité qui, elle, est chassée de partout ailleurs, surtout avec la technologie, la chimie et le reste. Bon. Et donc, c'est plutôt un trésor. Alors, on a un changement de modèle culturel. Vous voyez, regarder une friche comme quelque chose qui est un trésor, alors qu'on l'a toujours considéré comme un terrain d'abandon et c'est insupportable. Et non, c'est pas vrai. On peut voir les choses autrement. Et j'avais essayé, d'ailleurs, je l'ai fait, de valoriser cette végétation qui vient de façon spontanée. Personne n'a rien planté sur ce socle. Ça, c'est dans le parc Matisse. Bon, ça a fait un peu peur à la ville et les habitants se sont plaints en disant c'est une friche. Bon, c'est devenu un bois aujourd'hui, évidemment, une forêt. Et la ville, malheureusement, a planté quelques arbres pour cacher le truc. Vous voyez, il faudrait qu'un jour on arrive avec des tronçonneuses pour couper ces arbres-là.
pour dire non, non, voilà ce qu'elle a fait la nature toute seule. Donc l'abandon d'un terrain peut aboutir à quelque chose qui est extrêmement riche et intéressant. Ça, c'est une image de ce qui devait être un lac à Bucarest. Mais Ceausescu, quand il est mort, tout s'est arrêté, même avant, je crois. C'était un projet trop compliqué. Et finalement, c'est devenu un lieu de tellement haute diversité qu'il est patrimoine mondial, UNESCO, machin. Enfin bon, c'est une friche, mais très très belle, hein, avec des milieux humides et une diversité animale aussi très forte. Le troisième aspect, qui est celui du brassage planétaire, est sans doute la question la plus difficile. Là, j'aborde juste le sujet d'une plante arrivant chez nous dans le climat méditerranéen, le Poncia. Vous voyez, vous le connaissez, il y en a partout, hein, dans toutes les zones un peu méditerranéennes sèches. Mais c'est arrivé chez nous pour des raisons économiques. Les gossis que vous voyez là-dessus, quand on les écrase, ça donne la couleur rouge et pendant très longtemps, on s'est servi de ça pour le colorant rouge, des tissus et d'autres choses. Aujourd'hui, on continue à l'élever parce que ça colore assez bien les aliments et ça n'est pas dangereux. C'est le seul colorant rouge voilà, qu'on peut mettre pour du Campari ou autre chose sans problème. Donc, l'Opuntia, qui est mexicain, est arrivé via différentes îles, en passant par les Canaries. Hein. La photo que vous avez vue précédemment, c'est aux Canaries, ça c'est dans l'île de Lanzarote. Et ça a colonisé un peu tout le bassin méditerranéen, vous en voyez partout. Mais ça, c'est la raison économique. Il y a d'autres raisons. Il y a des voyages de plantes qui se font par des animaux, des vents, etc. Mais majoritairement, on va s'intéresser à ça parce qu'on trouve ça beau. Ça, c'est les jardins ornementaux. Il y a des échappées du jardin et ainsi de suite. Ça, c'est l'animal hein, qui vit là-dessus et qu'on écrase et ça fait du rouge. Faire accepter que ces plantes qui viennent échapper des jardins ou, sans vous le dire, viennent coloniser alors que vous les avez apportés, c'est un vrai problème. Et ça, c'est aussi une question de modèle culturel. Pourquoi n'accepte-t-on pas une plante qui vient d'ailleurs? Parce qu'elle est considérée comme envahissante. Envahissante pour quelle raison? Tout a toujours été en situation d'opportunisme, par opportunisme biologique, d'expansion quand il n'y a pas les prédateurs. Les prédateurs ne sont pas toujours importés en même temps que les plantes, qui viennent d'ailleurs, de loin. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans un local dédié, paraît-il, à l'écologie, à la frontière de Tijuana, mais côté américain, où on vous disait, voilà, les plantes invasives, c'est dangereux. Ça, c'est donc le tamaris. Ça, c'est la rhododendronax, la grande graminée. Je n'ai plus son nom en français. Et la barrière qui sépare tout ça, mais qui est purement, on peut dire, stupide, virtuelle, elle est réelle, mais elle n'existe pas pour les plantes et les animaux. Là aussi, c'était la première limite entre le Mexique et les États-Unis pour empêcher les migrations. Mais on n'empêche pas tout. Et côté américain, on voyait ces espèces coloniser un terrain, mais comme elles venaient d'Europe, elles n'avaient pas le droit. Les Américains sont blancs, enfin ceux qui dirigent, quoi. Ils sont venus d'Europe, ils ont tué tout, ils ont le droit, eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on en arriver à des choses comme ça? Pareil, opportunisme biologique, il faut bien que ces plantes se déplacent dans le monde entier. Enfin, elles ne sont pas obligées de le faire, mais quelquefois, oui, quand les zones climatiques locales disparaissent, pour elles migrent. C'est ce qui se passe en ce moment, on est en plein changement climatique. Ce n'est pas facile à faire accepter. Hein. Et c'est très compliqué pour nous, paysagistes, parce que nous avons des listes de plantes autorisées et des plantes interdites, parce qu'elles viennent d'ailleurs, parce qu'elles seraient invasives, etc. Enfin bon. Mais bon, les plantes que nous croyons avoir toujours été là ne sont arrivées qu'il n'y a pas très longtemps. Les chênes, c'est 10 000 ans. Hein. Vous imaginez, 10 000 ans, c'est une petite fraction de seconde là, dans l'histoire de la planète. Tout change tout le temps. Sommes-nous capables d'accepter une vision non fixiste? C'est pas sûr. Là, je vous montre la graine d'une plante dont on ne connaît même pas l'origine géographique. C'est un cocotier. Il voyage, il est transporté par les courants. Il va d'une île à l'autre et on ne sait pas d'où il est originaire. On peut dire qu'il y a des limites biologiques pour les plantes, comme pour les animaux,
qui vont aller s'installer là où c'est possible de vivre. Donc il y a effectivement quand même des limites, c'est les biomes, c'est-à-dire les zones climatiques. On va voir arriver bientôt des noix de coco chez nous qui vont probablement germer parce qu'on change de climat. Enfin, je ne suis pas sûr que ça marche, mais bon. La grande berce qui est détestée, moi ça c'est dans mon jardin. Je sais comment il faut la jardiner et je m'en occupe pour pas qu'elle s'étende trop, mais je la garde. Et elle est complètement une thérophyte, une plante annuelle, hein. Elle va mourir après avoir fait les graines, mais les graines se dispersent partout, ça envahit trop. Seulement, bon, ben, c'est pas compliqué, hein, je coupe avant que ça germe, avant que ça devienne trop mûr. Après, la plante réagit autrement, elle veut changer de type biologique, elle se fatigue, et finalement, elle diminue. Et tous les 10 ans, j'arrête mon truc et elle se ressème pour qu'elle se remultiplie. C'est une très belle plante qui attire énormément d'insectes. Bon, voilà. Les raisons pour lesquelles on en est arrivé à gérer les choses comme on le fait encore malheureusement trop aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'illusion de la maîtrise. Donc là, je montre assez rapidement comment c'est arrivé avec le génie technologique, qu'il faut bien le dire, existe. Et on arrive à avoir des résultats fantastiques avec les engrais, des résultats extraordinaires de rendement, des résultats de destruction, de mauvaises herbes, entre guillemets, ça n'existe pas, mais enfin la mauvaise herbe, enfin bon. Bref, ça joue beaucoup. Et il y a eu énormément d'affiches, de publicités là-dessus qui sont complètement extraordinaires, hein. Et le nitrate de chaux, on est heureux là, hein. C'est de l'or, attention. Là, comptoir de l'azote, hein. J'ai rien inventé, hein. C'est des affiches qui existent. Là, je suis pas sûr qu'il soit arrivé vraiment à ce résultat-là, hein. C'était sans doute un processus de séduction, mais bon. Et Dior, ça m'a paru intéressant aussi, quand même le faire. Voilà, puis des belles images très séduisantes, avec tout le monde bien habillé, les fleurs tout comme il faut, les fruits, grâce à la roburgine, à l'hypnol, au stérisol et à la morterbe. Là, hein, il y a aussi des efforts de vocabulaire, hein, il y a tout, hein. Bon, enfin, on en arrive à des situations comme ça où on se dit, bon, il faut peut-être qu'on change de point de vue. Et que fait-on aujourd'hui? Il y a encore des rapports à tous ces éléments polluants, même quand on n'utilise pas forcément la chimie, mais le gaz, les forêts, là. Bon, on peut encore ramasser quelques châtaignes, bien sûr, semer les pommes de terre. Bref, on en arrive à l'exploitation industrielle qui donne des paysages avec une monoculture qui est absolument extraordinaire dans le monde entier, mais qui détruit toute la diversité animale ou végétale. Et ça, c'est une très mauvaise idée, parce que vous connaissez ce proverbe, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Vous avez un parasite sur la plante, là, celle-là, terminé. Terminé, il n'y a plus rien, vous n'avez plus rien. Et c'est l'histoire du sucre, là, des betteraves, avec les néonicotinoïdes pour chasser le parasite sur la betterave. Il faut quand même faire attention à protéger les pauvres milliardaires du sucre. Donc on fait ça, on accepte ça. C'est monstrueux, c'est inacceptable, parce que ça ne tue pas que les pucerons en question. C'est évidemment tout qui est détruit. Beaucoup de micro-organismes. Voilà. Oui, Gueluc, quand même, a bien traduit la situation. Puis on est en plein Halloween, ou presque en post-Halloween. Donc là, je vais passer la parole à Frédéric sur vers quoi on pourrait se diriger aujourd'hui, ce qu'on appellerait, ce que j'ai appelé moi dans un petit texte, l'alternative ambiante, c'est-à-dire le nombre d'initiatives qui vont dans une direction qui est différente de celle qu'on a évoquée là. Voilà, Gilles a parlé d'alternatives ambiantes et je voulais vous parler des jardins partagés. Donc, moi, je suis administratrice de Graines de Jardin, qui est l'association des jardins partagés d'Île-de-France depuis 20 ans. Enfin, moi, j'y suis depuis 20 ans, hein. L'association est née en 2001. Et donc, l'idée est de créer des espaces de diversité à tous les niveaux dans les villes. Il y en a dans les campagnes aussi maintenant. Mais je pense qu'à Paris, c'est difficile d'avoir un chiffre exact, mais on doit être dans les 3000, je pense, en Île-de-France.
entre 2 et 3 000, je ne sais pas exactement, et à peu près 300, 400 sur Paris. Donc, ce sont des jardins qui sont nés d'abord aux États-Unis grâce à une artiste qui s'appelle Liz Christie, qui dans les années 70, alors qu'il y avait beaucoup de déprises à New York, où beaucoup de friches, beaucoup de non-lieux, disons, construits, et évidemment des palissades partout et des friches qui s'installaient. Et elle a eu l'idée de balancer des graines par-dessus ces palissades. Et c'est devenu les Green Guerrillas, donc les guerriers verts. Et évidemment, ces graines ont germé. Il y a eu des fleurs d'abord au début, et puis ensuite, les gens ont commencé à jardiner dans ces espaces, avec l'accord aussi de la municipalité, qui après a fait un programme qui s'appelait le Pouce Vert, Green Thumb. Et donc, ça a complètement essaimé, d'abord donc à New York, ensuite un peu partout aux États-Unis, et puis au Canada, au Québec. Et ça a essaimé jusqu'en France seulement en 97, donc 27 ans après, 25 ans après. D'abord à Lille, et ces community gardens, comme on les appelait donc aux États-Unis, n'ont pas été transformés en jardins communautaires, parce que vous pensez bien que ça a une connotation chez nous, le mot communautaire, qui n'est pas forcément très apprécié. Donc c'est devenu des jardins partagés. Voilà. Et donc, ils sont nés en 97 à Lille d'abord, et ensuite, ils sont venus à Paris en 2001. Alors, qu'est-ce que c'est que ces jardins partagés, en fait? Moi, j'aime bien ce que Michel Foucault disait à propos d'espace autre, en fait. Dans ce mot « autre », on peut mettre beaucoup de choses. Donc voilà, ça, c'est un jardin partagé sur la colline de Fourvière à Lyon, près de Lyon. Des anciens jardins ouvriers qui ont été ensuite récupérés par un paysagiste et qui en a fait des jardins partagés. Et c'est un très très grand espace. Vous voyez, c'est vraiment un très très beau lieu qui domine en plus la Saône. C'est très très beau. Et il y a peut-être 150 personnes qui jardinent là. C'est un lieu très important. Voilà, là on est toujours dans un jardin partagé avec une création de buts. Et donc, ces jardins, donc, qui sont des lieux autres, comme disait donc, le philosophe Michel Foucault, c'est aussi des endroits, des lieux d'infrapolitique. Ça, c'est l'anthropologue James Scott qui disait ça, des lieux en fait de résistance. Hein. De résistance. Alors après, on peut mettre derrière un tas de choses, derrière le mot résistance, mais en l'occurrence, pour ces jardins, c'est des résistances au tout béton, c'est aux résistances à une culture qui emploie des produits toxiques, c'est une résistance aussi à tout cloisonner. Là, dans ces jardins, on retrouve des gens un peu de tous horizons. Donc voilà, c'est une petite forme de résistance, parce que parfois ce sont des tout petits jardins. À Paris, le plus petit il fait 100 mètres carrés, il est dans le Marais, c'est vraiment pas grand, mais il s'y passe beaucoup de choses en fait. C'est vraiment des lieux de convivialité, de partage, de solidarité, d'entraide, et où il y a beaucoup de mélanges intergénérationnels, interculturels. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs et qui plantent des herbes de leur pays. Donc, il y a aussi une biodiversité très, très importante. Alors, je fais un portrait comme ça, très idyllique des jardins. Rassurez-vous, il y a des conflits aussi dans les jardins partagés. Hein. Le PFH, le putain de facteur humain, il existe aussi dans les jardins partagés. Faut pas rêver. Mais bon, voilà, donc ces lieux donc, sont quand même aussi des puits de carbone, hein, dans des villes bétonnées comme les nôtres. Et on a quand même bien besoin de verdure. Alors, il n'y a pas forcément de grands arbres dans ces jardins, mais il y a des arbustes. Donc, c'est quand même assez important. Et c'est des lieux où, écologiquement, on est exemplaire, je vais dire, parce que il n'est pas question de jardiner avec des produits chimiques, des pesticides, des engrais, etc. Les engrais, ça va être du compost. Hein. Les pesticides, on va les remplacer par des purins d'ortie, de consoude ou autres, qui vont voilà, permettre aux plantes de vivre dans les meilleures conditions. Je vais peut-être en montrer d'autres. Alors, on est toujours à... Vous voyez,
on est dans un jardin partagé où tout le monde met la main à la pâte. Vous voyez qu'il y a une diversité jeune, moins jeune, blanc, coloré. Et voilà, tout le monde jardine ensemble. Hein. Le grand mot, c'est quand même, d'ailleurs, le site internet de Graines de Jardin, c'est jardin-ensemble.org. Voilà. Donc voilà, et puis évidemment, on récolte. Et on récolte, on se partage la récolte. On ne vend rien du tout, bien sûr. Mais je pense que ça a changé beaucoup de choses chez pas mal de jardiniers de ces jardins. Quand ils ont commencé à goûter une tomate ou un radis qu'ils avaient eux-mêmes cultivé, donc déjà c'était précieux. C'était pas n'importe quelle nourriture qu'ils allaient acheter au supermarché. C'était eux qui avaient planté la graine, c'était semé la graine. C'est eux qui avaient pris soin de la plante tout au long de sa croissance. Et puis évidemment, ils ont retrouvé le goût d'une tomate. Voilà, le goût d'une courgette, etc. Donc, vous voyez, parfois, il y a d'assez grandes productions. Alors, pas trop sur Paris parce que les jardins ne sont pas assez grands, mais en région parisienne où il y a vraiment des terrains beaucoup plus importants, là, il y a des productions vraiment intéressantes, quoi. Et ça permet aussi à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous de pouvoir aussi aller voilà, cuisiner quelques légumes, quelques fruits bio et ça. Voilà. Donc, ce sont donc des lieux vraiment voilà, on fait du compost, hein, bien sûr, grand classique. Enfin, c'est devenu un grand classique. Et ce sont des lieux aussi où, là, on est sur le toit d'un gymnase dans le 20e arrondissement qui a remplacé un super jardin qui s'appelait le Jardin Solidaire, qui accueillait énormément de jeunes qui étaient un peu limites, on va dire. Et vraiment, c'était un lieu super où il se passait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de spectacles, il y avait beaucoup d'animations. Et c'était un lieu, point de vue social, qui était vraiment très, très important. Bon, ils ont voulu le récupérer. Je pense qu'il dérangeait un petit peu aussi. Hein, un peu trop alternatif, ce jardin. Et en remplacement, donc, a été créé ce jardin sur le toit du gymnase. Le gymnase ayant pris la place du jardin solidaire. Alors, c'est autre chose. Voilà. Bon, c'est beaucoup plus propre. Hein, c'est bien rangé. Mais bon, ça a le mérite d'exister quand même. Voilà, là, on est encore sur le jardin. Voilà. Alors, bon, c'est pas mal parce qu'on a une très belle vue sur Paris quand on est là-haut. Donc, ça, c'est chouette. Là, on est dans le 10e arrondissement, Poirot-Agile. Qui est dans le parc Villemain. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, près du canal, tout à côté du canal. Et c'est un petit jardin qui est tout en rond comme ça et qui a une petite mare au milieu. Je ne sais pas si j'ai une image là. Petite mare, enfin une petite vasque pour les oiseaux. Parce que dans ces jardins partagés aussi, l'important c'est d'accueillir aussi toute la diversité animale, les insectes, les papillons, les oiseaux qui vont polliniser gratuitement. Hein. Ils ne nous envoient pas de facture en général. Et donc, c'est important de les avoir. On construit des ruches aussi dans ces jardins. Et on pratique aussi la culture associée, c'est-à-dire qu'on plante des plants de campagne qui vont pouvoir se protéger des maladies cryptogamiques, qui vont pouvoir se protéger des petits insectes qui vont vouloir les grignoter. Ça, c'est un jardin partagé à Saint-Serge où j'ai jardiné pendant longtemps. C'est une très, très belle église orthodoxe. Et tout autour, donc, il y a un jardin. Le seul problème, c'est que c'est un jardin d'ombre. Il y a beaucoup, beaucoup d'arbres, notamment des marronniers, qui sont bouffés par la mineuse du marronnier. Et j'avais créé sur le toit de l'Institut de formation des POP, j'avais créé un potager, parce que moi j'aime bien cultiver les légumes. Et voilà, un potager un peu hors sol qui au départ devait avoir 1 ou 2 bacs, et puis bon, c'est pas mal étendu. Mais avec la bénédiction des POP, donc ça allait. Ces jardins, donc d'un point de vue écologique, vous avez compris, hein, on est vraiment sur des bases très très bio. On est là dans un jardin d'insertion. C'est un jardin qui est à Lascours, qui est un
petit village près d'Aubagne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, près de Marseille. Et c'est un jardin donc d'insertion sociale. Ça veut dire que c'est un jardin où les gens qui viennent jardiner là sont des gens qui sont en difficulté sociale, qui ont parfois des problèmes psychiques, qui n'ont pas de travail. Et donc le jardin va leur permettre un peu de retrouver un peu de sens à leur vie. Et ils vont partager avec les autres, parce que bien souvent ce sont des gens qui sont isolés, qui sont seuls. Et le fait de jardiner, vous savez, les Égyptiens avaient inventé il y a 4000 ans l'ortithérapie. Et on avait compris quand même que jardiner, c'était pas mal pour soigner les maux de l'âme. Hein. C'est assez efficace. Hein. Ils ne s'étaient pas trompés, les Égyptiens, et ça fonctionne encore. Voilà, c'est un très très grand jardin. Et évidemment, ils ont plus d'espace que nous dans les villes. Hein. Mais ça fonctionne bien. Là, on est à nouveau dans le jardin Saint-Serge, où c'est Fête des jardins. Et donc, ces jardins, ils ont ce rôle social, ils ont ce rôle écologique, et ils ont aussi un rôle politique, hein, parce qu'ils ont un rôle économique. C'est-à-dire que dans ces jardins, on va au maximum échanger, faire du troc de plantes, de graines. Si on ne fait pas de troc, on va acheter des graines, mais on ne va pas les acheter chez Bayard Monsanto. On va les acheter à la ferme Sainte-Marthe, ou on va les acheter chez Biogerme. Donc, c'est un acte politique dans le sens où notre porte-monnaie a du pouvoir. Hein. Et si on arrêtait d'acheter ces produits-là, le marché il s'effondrerait, tout simplement. Donc, à nous de jouer, quoi. C'est... Voilà, chacun peut faire. Sont des choix. Et d'autant qu'en plus, oui, par rapport aux semences, je voulais dire, c'est que c'est important de se passer du catalogue officiel des semences, hein, qui veut que les plantes soient stables, homogènes et distinctes. Et en fait, c'est pas la biodiversité, ça. Ça, c'est des plantes hybrides qui vont pas... si on les ressème l'année d'après, on n'aura rien, ou on aura une carotte tordue, ou je ne sais quoi. Pourquoi pas une carotte tordue, d'ailleurs. Je n'ai rien contre les carottes tordues. Mais voilà, ce sont vraiment des... En fait, quand je dis c'est politique, c'est dans le sens de la police, quoi. La police, attention, hein, pas CE, mais la police avec un S, c'est-à-dire la cité. C'est-à-dire qu'on devient des citoyens à part entière, qui deviennent acteurs de la vie dans la ville, et qui peuvent avoir un impact sur la façon dont on envisage le monde et dont on fait société. Voilà. Gilles va vous parler de plusieurs... on était dans les alternatives ambiantes, hein, donc c'est une alternative ambiante, les jardins partagés. Donc Gilles va vous parler de plusieurs alternatives ambiantes dont il a le secret. Alors, aujourd'hui, les consciences ont beaucoup changé, surtout chez les gens jeunes. Et il y a des initiatives qui se font auxquelles on ne s'attendait pas vraiment, mais qui viennent de la nécessité de justement inventer un changement de mode de vie, mais de production, de vivre dans un univers où il n'y a pas la pollution, et ainsi de suite. Et il se trouve que le CAUE du département de la Creuse nous a demandé à un dessinateur, alors je ne vous montre pas ces images-là parce que je ne les ai pas, rien n'est fait en ce moment, mais bon, qui s'appelle Simon Hureau, qui a fait un très joli livre, Oasis, dont j'avais fait la préface. Il fait des BD. Et à moi, ils ont demandé d'essayer de... On a fait une résidence pour ça. Qu'est-ce que la Creuse? La Creuse, c'est le département où j'habite, sera demain. Vous imaginez, le département le plus rejeté, un peu le plus pauvre, le moins peuplé. Et bien peut-être que justement, grâce à ça, c'est-à-dire à ce niveau de non-pollution, de pauvreté peut-être, mais bon, est-ce qu'on ne pourrait pas partir d'une base différente pour aller dans des directions qui ne sont pas celles qu'on a empruntées jusqu'à présent et qui pourraient annoncer un futur plus agréable? C'est plus facile de partir depuis un lieu comme celui-là que dans un endroit qui a été très artificialisé, très industrialisé, très pollué, où il faut tout défaire avant de commencer. Voilà.
Et là, il se trouve que on a visité une quinzaine de lieux, on a rencontré une trentaine de personnes. C'est le début de cette enquête et de cette étude. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher, mais on espère pouvoir aller dans des directions très positives, justement parce qu'on part de quelque chose qui n'est pas riche du tout, donc qui n'a pas le niveau et la qualité de la richesse. On part de zéro presque. Presque. Alors, l'alternative ambiante, ça évoque cette question-là. Est-ce qu'on peut changer de modèle culturel? On en a évoqué ça tout à l'heure, mais de pratique. Là, quand j'ai vu pour la première fois les souffleuses, c'était il y a déjà assez longtemps, c'était en Nouvelle-Zélande. Et ensuite, là, je ne sais plus où on est, je crois qu'on est en Californie. Enfin bon, je me suis demandé où est-ce qu'on allait, pourquoi on faisait quelque chose comme ça. Et parce que là, pour le coup, ça enlève tout ce qui est positif en même temps que ce qui est peut-être gênant, mais visuellement, mais pas du tout biologiquement. Et puis, bizarrement, dans Central Park à New York, un jour, je vois un mec qui ratisse. Je dis, waouh, ça, c'est pas incroyable, mais lui, dans quelle époque il est? Non, pas du tout. Il faisait ce qu'il fallait pour amener les feuilles en dessous des arbustes et des arbres pour apporter un compost qui se fabrique tout seul. Quelque chose que moi, je faisais aussi, bien sûr, dans mon jardin. Mais je dis, mais ah waouh, ils en sont là, ils n'ont pas. Mais donc, il y a les deux possibilités, quand même, malgré tout. Mais celle que l'on choisit est celle qui va, encore aujourd'hui, dans la direction la plus rapide vers une certaine esthétique pour faire propre. Propre. C'est quoi? Et on remet tout en question là. Donc c'est possible de faire ça. Il y a eu, alors là on est sur quelque chose qui est complexe, c'est la chimie aussi, un projet de jardin réalisé dans un champ d'ortie à Melle, c'était en 2007, pour une biennale, mais bon, la loi d'orientation agricole venait de passer, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette loi qui interdisait l'usage des PNPP, produits naturels peu préoccupants. J'ai rien inventé, hein. Et les produits naturels peu préoccupants, c'est en fait tout ce que vous pouvez faire vous gratuitement. Donc vous n'avez pas besoin d'aller acheter, vous faites du purin d'ortie, de prêle, de consoude, enfin ce sont des substances qui apportent de la nourriture au point de renforcer l'immunité des plantes, qui empêchent les parasites, etc. Enfin, c'est des anciennes pratiques, hein, très très vieilles. On peut le faire. Et là, heureusement, il y avait ces champs d'ortie, sinon j'aurais pas pu faire le projet. Établi une espèce de mise en scène pour, avec des allées, tailler bien les orties pour qu'on se pique pas. C'est un jardin public, quand même, malgré tout, hein. Il n'y a que des orties, mais bon. Et puis, on fait une démonstration au bout d'un moment en expliquant comment on fabrique le purin d'ortie. On était donc hors la loi. Mais c'était très important d'être hors la loi. On n'a pas été les seuls. Il y a eu des gens qui ont fait d'autres manifestations. Et finalement, il y a eu un amendement pour quand même autoriser la possibilité de fabriquer quelque chose chez soi. Mais pas de le vendre, hein, de le fabriquer. C'est déjà ça. Mais bon, vous imaginez qu'on en est allé très très loin dans ce domaine, puisqu'on vous dit que vous n'avez pas le droit de récupérer des graines de plantes que vous avez cultivées pour les ressemer. Il faut les racheter. C'est juste, si vous voulez, ce sont des lois d'interdiction d'accès à la gratuité. Ce n'est pas d'autre chose que ça. Ça n'a rien à voir avec les comportements biologiques, bien sûr. Donc ça, c'était en 2007. Aujourd'hui, ça a un tout petit peu évolué. Là aussi, ils ont fait un amendement, comme je vous l'ai dit. Mais vous pouvez aller acheter du purin d'ortie. Il existe dans les supermarchés. Mais le fabriquez-vous, ça reste quand Oui, mais même pas. le purin d'ortie que tu achètes dans les supermarchés n'est pas terrible, hein. Parce que évidemment, ils ont fait une recette qui n'est pas à la hauteur de ce que toi tu peux faire avec ton purin d'ortie, hein. Voilà. C'est fait pour. Bon. Et comme ça pour tout, hein. Quand on va acheter du terreau, alors qu'on peut fabriquer son compost et son terreau aussi avec, bref, ça, on peut le faire, hein. Et donc ça, c'est des photos très récentes prises dans la Creuse, près de Guéret, faites par des cultivateurs qui sont, mais vraiment, ils sont deux. Ils arrivent à vivre ils ont des familles, enfants et tout. Il y a 1 hectare, c'est pas grand-chose, hein. Tout est en bio.
Et c'est très banal hein, comme image, mais c'est quand même c'est délicieux. Hein. Moi, j'ai goûté, hein, c'est des bons produits. Ils ont 30 ans. Ils viennent de s'installer. Ils ont fait des études. Ce sont des bifurqueurs. C'est-à-dire des gens qui, sortant des grandes écoles, ont dit oh, tiens, on vous a compris, on a compris ce que vous nous dites, on ne veut pas faire ça. On veut vivre autrement. On peut vivre, et ils peuvent, ils le font, ils le démontrent. Mais ils ne sont pas du tout dans le même rythme, dans la même névrose de la compétition et du rendement, mais ils font quand même quelque chose de très haute qualité. C'est surtout des légumes, hein, mais il y a aussi, alors il y a une fille qui fait ça dans une serre, légumes, mais il n'y a pas que ça. Hein. Je vous montre juste 2 images pour vous donner une idée. Or, ce sont des choses qui viennent de s'installer là, vous voyez, c'est complètement étrange. On aurait pu penser qu'on revient 50 ans ou 100 ans en arrière. C'est pas tout à fait pareil, parce qu'il y a quand même la technologie qui n'est plus la même aujourd'hui et qui permet de fabriquer des choses un peu différemment, mais sans polluer. Et ça, si je le montre, ça c'est un projet que j'ai fait sur la ligne du partage des eaux. C'est parce que la question de l'eau et sa gestion est fondamentale, on ne peut pas vivre sans ça. L'eau et son mètre cube, qui est un bien commun quand même, pareil, devient de plus en plus difficile à trouver. Là, ça va, il pleut depuis 8 jours, hein. Bien, partout. Mais ça, on peut retrouver des périodes de sécheresse énormes. La tour à eau, c'est un objet que vous voyez là, ça c'est l'équipe de muraillers qui ont construit ça, c'est en pierre sèche, hein, sur un dessin que j'avais fait. Et la condensation se fait pendant la nuit, c'est l'humidité de l'air, et ça tombe dans une cuve, et on peut boire directement cette eau qui est là. Ça met, un mois après avant la fin de la construction, on avait ça, c'est pas beaucoup d'eau, hein. Mais on peut imaginer qu'il y a des possibilités de récupérer l'eau et de la gérer, même dans des endroits où c'est très très difficile de la trouver, cette eau. Et cette histoire d'une tour à eau comme ça, moi j'avais appris ça quand j'étais gamin. Bon, voilà, j'en ai jamais vu, mais c'était dans des zones désertiques. Et après, j'ai appris que bon, ben, il y avait des jardiniers des nuages, hein, notamment dans le désert d'Atacama, dans la ville de Chugungo, où ils font pas. Alors là, c'est pas des tours à eau, c'est pas des pierres lisses sur lesquelles l'eau se condense, ça se condense sur des filets. Et ils récupèrent, et ils accélèrent la chute des graines, des gouttes, dans une grande gouttière pour pouvoir remplir des énormes bassines. Et pour le coup, ça permet de faire vivre les habitants du village, quoi. Donc, c'est pas quelque chose d'inconnu tout à fait, mais ça vient quand même, le filet de la tour à eau, d'une observation, la maille du filet et la grosseur et la grandeur d'une feuille d'un arbre qui s'appelle l'arbre qui pleut, qui est sur les versants sud des Canaries, où il pleut jamais. Et le matin, vous voyez des gouttes d'eau par terre. C'est extraordinaire. Hein. Ça, c'est parce que ça s'est condensé là-dessus. Et bon, bah, on a copié, quoi. C'est le biomimétisme. On s'est inspiré de ça. Donc voilà, les dessins que j'avais faits il y a très longtemps pour l'alternative ambiante, c'est le système de vertical qui nous impose tout, qui nous oblige à obéir, etc., est en train de se briser. Il y a autour des naissances de petites initiatives, ce que vous voyez, ces petites choses autour, qui ne sont pas encore rassemblées entre elles. Ça se casse, tout ça. Ça se remet en une sorte de petite, pas poussière, mais micro-entreprise, initiative dispersée, mais qui quand même se relient les unes les autres. Et ça correspond à quelque chose qui est une réalité dans l'alternative ambiante aujourd'hui. C'est petit à chaque fois, mais c'est de plus en plus nombreux. S'il y a une fédération de ces activités-là, ça devient une puissance. Ça ne l'est pas encore. Bon, on peut estimer que ça le reviendra un jour. Et dans ces mécanismes-là, j'avais aussi rajouté quelque chose qui n'est pas en rapport avec le principe économique global, mais qui vient de la nature, qui est le recyclage. Et l'arbre, avec son système où il puise de l'humidité et de la nourriture du sol, et de l'air aussi, bien sûr, il le remet aussi, avec les feuilles qui tombent, par exemple. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, on en a parlé, enfin tu l'as évoqué, l'histoire de recyclage.
Je finis juste là-dessus pour dire que dans un jardin à Lyon, on s'est servi des animaux pour nous aider. Là, il y a des meules qui viennent du foin que l'on coupe. Il y a une partie tondue, mais le reste est coupé, fauché. Et pour nourrir, donc on fait les foins une fois par an au jardin de l'ENS Lettres de Lyon pour nourrir des moutons. Alors, avec la gestion écologique, où on a du paillage, où les branches neuves sont coupées pour faire du BRF, du broyat raméal fragmenté, où on a un potager avec le recyclage et l'humus qui est fabriqué à partir de tout le compost, et où on a des moutons pour manger tout le foin, on ne va plus jamais jeter des déchets organiques, qui sont en fait des richesses, à la poubelle. Alors que même encore aujourd'hui, ça s'appelle encore des déchets, et ça coûte le transport, la manipulation pour ça, alors qu'on peut tout recycler, lorsque tout est recyclable, évidemment. Donc ces images donnent ça, voilà, c'est tout. Je finis sur des moutons. Bon, j'avais encore 50 questions, mais on va se limiter un petit peu parce que le temps. Non, je voulais quand même te poser une dernière question, Gilles. Tu m'avais dit, quand on a fait le bouquin, que si dans un gouvernement, je t'avais posé la question, dans un gouvernement, quel ministre tu serais? Et tu m'avais répondu, le ministre de la connaissance. Tu peux développer? Alors, le ministre de la connaissance, son rôle, c'est pas parce qu'il serait un connaisseur, mais c'est parce qu'il permettrait la facilitation de la connaissance pour tous. Connaissance du lieu où l'on est. Qu'est-ce que c'est que là où on habite, la planète, c'est quoi? Et il y a quand même une énorme ignorance sur l'état au niveau sur cette connaissance-là. Nous ne savons pas très bien où nous habitons parce que nous sommes illusionnés. Nous sommes encore une fois dans l'illusion de la maîtrise. Et c'est très difficile d'obtenir une réponse de quelqu'un qui pourtant a fait des études sur le nom d'une plante, mais pas seulement ça. À quoi elle sert? Quel est son rôle dans l'écosystème? Quel est notre rôle? Qu'est-ce que le geste que nous faisons ici? Quelle est sa conséquence sur l'espace d'à côté, mais sur le bout de la planète aussi? C'est l'effet papillon, c'est pas nouveau, c'est une réalité. Bref, dans quelle situation sommes-nous, nous, en tant qu'êtres humains, mais surtout mammifères, quoi, nous sommes des animaux. Nous appartenons à ce groupe d'êtres vivants qui sont dans l'incapacité de fabriquer leur nourriture eux-mêmes. Nous sommes des prédateurs, nous allons la prendre. Comment faisons-nous pour la prendre sans la détruire? Ce n'est pas le cas des plantes. Les plantes sont autotrophes. Elles fabriquent leur nourriture à partir de l'énergie solaire. Mais encore faut-il qu'on ait compris tout ça. Elles ont un avantage énorme, même avec les changements climatiques et toutes ces histoires-là. Elles s'en sortiront sans doute beaucoup plus facilement que le monde animal. En tant que participants du monde animal, où habitons-nous? Que faisons-nous? Voilà, je crois que le ministère de la Connaissance, ce serait quelque chose qui nous donne un peu d'enseignement là-dessus, et en particulier sur les modes de communication qui existent entre le monde vivant non humain et que nous avons oubliés. Quand un chien vous renifle, il a tout de suite la lecture, il sait s'il peut, enfin, ce que vous renifle vous, je sais pas, s'il peut vous manger, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est comestible pour lui, ce qui est bien pour lui, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Nous ne savons pas faire ça. Nous prenons le risque même, si nous voulions manger les plantes que nous rencontrons dans la nature, de nous empoisonner parce que nous n'avons pas repéré que c'était un poison, une certaine plante. Et les plantes, les animaux ne font pas ça. Ils ne s'empoisonnent pas. Même les herbivores, ils savent comment s'y prendre, comment ils font. En plus, ils communiquent entre eux, les champignons, vous savez, avec le rôle incroyable de la rhizosphère des champignons. C'est quand même incroyable. On découvre ça. Ils ont inventé Internet avant nous. On est donc sans arrêt en train de... Ça, c'est très intéressant. Là, pour le coup, la science nous aide. On est en train de découvrir des choses de plus en plus fortes sur le génie naturel. Et bien, le ministère de la Connaissance, s'il existait,
nous apprendrait à nous mettre en position d'humilité et non pas d'illusion de la maîtrise. Bon, mais Gilles, je vois que ton programme est établi. Tu n'as plus qu'à te présenter pour les prochaines élections. Et on compte sur toi. Sauf si tu as d'autres questions. Je pense qu'on peut laisser la parole au public. Je suis sûr qu'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas, je vais vous passer le micro si vous avez des questions. Voilà, il faut bien parler dans le micro. Oui, bonjour. Je fais partie du comité de pilotage de l'Université du bien commun à Paris. Et j'aimerais savoir si dans vos exemples d'alternatives, vous avez des exemples où ce sont les pouvoirs publics qui prennent l'initiative et non pas les citoyens. Effectivement, de retourner à des connaissances autochtones pour retrouver notre place dans nos lieux de vie. Alors, je vais juste répondre sur la façon dont les pouvoirs publics, effectivement, peuvent aussi avoir des initiatives. Hein. Heureusement, ils en ont quand même. Notamment, ils ont initié à Paris le permis de végétaliser il y a quelques années, hein, qui permet aux habitants de cultiver alors des fleurs, hein, pas des légumes, là, parce qu'on est autour des arbres, donc sur les trottoirs de la ville. Mais vous avez dû les voir, hein, ces espaces. Et ça a été initié par la mairie de Paris. Mais ça a été initié par la mairie de Paris aussi, pourquoi? Parce que les jardins partagés, notamment, qui existent quand même depuis 22 ans, déjà mettaient du vert dans la ville. Et donc, ils se sont rendus compte que les habitants, ça leur plaisait d'avoir du vert dans la ville. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ces permis de végétaliser, et c'est une très bonne chose. Hein. Alors, nous avons moi j'ai quelques exemples en France, mais le premier exemple qui m'avait beaucoup frappé, c'est au Brésil. Le maire de Curitiba, Jaime Lerner, qui pendant plus d'une trentaine d'années a changé complètement le mode de gestion, a tout transformé. Il a fait circuler des autobus et empêcher les voitures pratiquement c'est pas complètement, mais il s'est débrouillé pour faire des modes de gestion comme celle-là, qu'on est en train de faire à Paris aujourd'hui. Hein, c'est petit à petit. Mais ça, je vous parle de ça. Moi, quand j'y suis allé, c'était en 98 et ça datait déjà de plus de 25 ans. Donc, c'est une vieille histoire et c'était étonnant. Une gestion écologique totale à tout niveau, avec un slogan qui est: un déchet n'est pas la poubelle, enfin la poubelle, est une ressource, n'est pas un déchet, enfin, bref, on peut tout recycler. Ça, et les écoles, les petits travaillaient avec des matériaux qui recyclaient, c'est des objets avec du papier qu'on ne pouvait pas brûler, qu'il fallait, etc. Enfin bon, j'avais été intéressé. En France, la première fois, ça a été la ville de Grenoble, pour moi. M'avait demandé d'intervenir, d'analyser, etc. Et ça a été très intéressant parce qu'ils avaient aussi des problèmes au moment où ils m'ont fait venir, de plaintes de la part des habitants parce qu'il y avait de l'herbe qui poussait entre les pavés, vu qu'ils avaient arrêté les herbicides. Alors j'avais fait la proposition d'une école de la reconnaissance de la diversité en ville, qui serait quelque chose de gratuit en fin de semaine. Et puis ils ont dit ouais, c'est une bonne idée et tout. Parce qu'à partir du moment où on explique, c'est ça la reconnaissance, là. Et tout le monde comprend. Quand on comprend, on sait pourquoi on va faire tel geste et non pas tel autre. On n'est pas en train d'obéir en faisant du propre. On fait quelque chose qui a du sens. Et ça change tout. Eh bien, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient des jardiniers, qu'ils ont sans doute toujours d'ailleurs, de très haute qualité, qui connaissaient les plantes au point de pouvoir les nommer comme il faut, ceux qui entretiennent les espaces publics. Hein. Et ils ont expliqué, c'est eux qui ont fait les médiateurs. C'est eux qui ont expliqué aux habitants. Terminé. Et ça a été très important, cette discussion-là. Et quand j'ai abordé ce sujet, c'était au sud de Paris, là, le maire qui m'avait demandé de faire une conférence sur le jardin planétaire là-bas,
Je lui raconte ça, et il dit, mais moi je fais l'école. Et il a changé le titre, il a baptisé ça École du Jardin Planétaire, ça a été la première, alors que c'était un peu prétentieux, hein, mais c'était quand même une gestion à une échelle de la commune. Et ça a été la première. Maintenant, il y en a 5 hein, qui abordent des sujets globaux, généraux, comme ça. Mais c'était très intéressant de voir qu'il y a eu des prises de décision au niveau des maires, presque toujours. Pas de l'État, j'en ai pas connu. Enfin, je ne sais pas s'il y en a. Il y a des mots. Il y a des mots qui existent. Hein. Environnement, développement durable. C'est tout sauf ce qu'il faut avoir. Le développement, un truc, ça veut dire la consommation, l'expansion, etc. Dans un espace fini, ce n'est pas une très bonne idée. La durabilité n'existe pas, tout se transforme en permanence. Et donc, bon. Mais quand il y a eu d'ailleurs la proposition, à la suite d'une lecture d'un livre que j'avais fait qui s'appelle Thomas et le voyageur, sur une vision écologique et politique aussi de la planète, le directeur de l'époque, Bernard Latarget, de la Villette, Parc et Grande Halle, m'a dit est-ce que c'est possible de faire un synopsis sur le thème du développement durable? J'ai dit non, pas le développement durable. Et j'ai dit pourquoi? Mais je vous propose Jardin planétaire. Il a dit oui. Ça a été l'exposition Jardin planétaire à ce moment-là, qui était très, très bien faite. Enfin bon, ça a été très soutenu, quoi. Ouais. Et puis la ville de Paris, comme l'a dit Frédéric, il n'y a pas très longtemps, mais c'était la première mandature de Delanoë, je crois, a pris des décisions assez importantes sur les jardins partagés et la gestion des trottoirs, etc. Quand même, sur les jardins partagés, je voulais juste rappeler que c'est grâce à quelqu'un qui travaillait à la mairie de Paris, qui a à l'époque demandé à Jean-Yves Cochet, qui lui a parlé des jardins partagés. Il a dit oh mais c'est quoi ce truc, ça n'a aucun intérêt. Finalement, elle l'a tellement tanné qu'il est allé à Lille pour aller voir ce que c'était, et là il s'est rendu compte quand même que c'était pas mal. Il était écolo hein, quand même. On peut s'interroger sur la pertinence, quoi. Voilà. Bon, il est quand même allé à Lille. Il a dit ah oui, ça peut être intéressant. Et hop, c'est parti comme ça. Et après, la mairie de Paris a fait le programme Main verte, donc qui participe aussi à la création non pas à la création de jardins, mais qui permet d'avoir de l'eau qui arrive dans le jardin, qui met parfois une clôture, bref, qui permet un certain aménagement, une cabane de jardin, etc. Donc ce programme Main verte a été fait avec la complicité, plus que la complicité de Graines de Jardin, parce que c'est Graines de Jardin qui a tout fait. Et après, il y a eu le programme On sème à Montreuil, qui est aussi un programme municipal de la ville de Montreuil. Donc il y a effectivement des initiatives quand même qui existent. Une petite question. Je trouve extrêmement stimulante cette invitation que vous nous faites à envisager les jardins comme au fond des espaces politiques. Mais je me surprends à résister encore un peu par rapport à cette idée, pour au moins 2 motifs que je vous soumets. Mais rassurez-vous, je ne demande qu'à me ranger définitivement à votre vision et de profiter de vous avoir pour dissiper ces éventuels malentendus. Le premier motif qui me fait un peu résister, c'est que si les exemples que vous nous avez montrés montrent que ce sont des lieux d'émancipation, assurément, hein, on reprend la main sur sa production alimentaire, etc. C'est aussi quand même des lieux où on consent à une autre forme d'aliénation, à se soumettre au beau vouloir d'animaux, de végétaux qui n'en font qu'à leur tête. De sorte que les humains ne peuvent pas prétendre délibérer entre eux comme dans un forum politique, etc. Ça, c'est la première chose qui me fait hésiter à parler de jardin comme d'un espace politique. Et vous avez parlé de citoyenneté, et là, je résiste encore davantage, et en me disant non, parce qu'un jardin, c'est un enclos aussi, c'est un muret, où on fait l'expérience d'autre chose, c'est de la mitoyenneté, me semble-t-il. C'est-à-dire où chacun reste dans son jardin, mais on peut quand même se parler par-dessus le muret. Donc il y a une possibilité de dialogue, d'échange,
mais qui n'a rien à voir avec la citoyenneté qui, elle, suppose un espace de type forum. Voilà mes deux motifs de résistance, étant entendu que sur le reste, vous m'avez totalement convaincu. Alors sur la dernière partie de votre argument, moi je dirais que ce sont des espaces de citoyenneté parce que ce sont des gens qui ne sont pas en mitoyenneté, il n'y a pas de mur, hein, ils sont tous ensemble dans le jardin, ils jardinent ensemble, ils prennent les décisions ensemble, il y a des réunions régulières pour savoir qu'est-ce qu'on va planter, où est-ce qu'on va acheter les graines, comment on fait. Est-ce qu'on met un nichoir pour les oiseaux? Est-ce qu'on installe une ruche, etc. Tout ça, pour moi, ce sont des actes citoyens. Vous voyez, c'est pas, y a pas, on n'est pas les uns à côté des autres, on est les uns avec les autres, on est ensemble et on prend les décisions de façon collégiale. Voilà. Alors, le mot jardin veut dire enclos. Enclos et paradis. Mais bon, paradis, on n'est pas très, très sûr. Enclos, oui. Le premier jardin qui a été fait est sans doute celui de la première sédentarisation. C'est une histoire ancienne. Et la protection des plantes mises dans cet espace a été nécessaire pour qu'il n'y ait pas les prédateurs qui viennent manger ça. C'est aussi le premier endroit de l'importation et du brassage planétaire, parce que les nomades, ils savaient où étaient les plantes, ils les ramassaient, puis un jour, ils se fixent en un point, et là, ils vont chercher et planter, et ils ont importé. Après, on est allé importer de plus en plus loin avec les technologies, les voyages et tout ça, mais toujours mis dans un enclos pour protéger. Sauf que je crois que ça aussi, c'est un petit peu une illusion. En même temps, c'est quand même pas inutile parce que si on veut vraiment que les chevreuils viennent pas rentrer, là, etc. Voilà, bon. Mais moi, je n'ai pas d'enclos. J'ai mis une pancarte. Alors, les animaux ne savent pas très bien lire, hein, mais les humains peuvent interpréter. Je l'ai mis d'abord en français, puis parce qu'il faut que je la refasse régulièrement quand c'est un peu abîmé avec la peinture. Après, je l'ai mis en italien, Proprietà degli uccelli, puis finalement, je l'ai en roumain, Proprietatea passerilor. Enfin bon, ça veut dire propriété des oiseaux. Parce qu'on croit qu'on est, même si on fait une clôture, on croit qu'on a protégé, mais c'est complètement illusoire. Parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent avec le vent, les oiseaux, évidemment. Il y a des tas d'animaux, mais il y a des plantes aussi. Bon, il y en a quelques-uns qui vont avoir du mal à franchir des murs. Bon, c'est une affaire entendue. Mais cela dit, si on fait ça, c'est-à-dire si on oublie le côté apparemment indispensable et protecteur du mur, on est en confrontation avec le monde vivant animal, même végétal, mais animal, et là on rentre en discussion. Alors, comment fait-on pour parler avec Goupillon? Goupillon, c'est le renard. Hein. Il vient au crépuscule, hein, et puis il se met comme ça à distance, hein, il peut tout près. Il dit alors, tu m'as pas remis les os là et le machin dans le compost, donne-moi à manger quoi. Bon, alors, on va avec la poubelle à compost et puis on recharge un peu le compost et le Goupillon il est content. Donc on peut, mais on peut faire ça avec tous les animaux. Les chanteurs d'oiseaux sont venus, bon ça c'est un miracle, hein, vous connaissez les chanteurs d'oiseaux sans doute. Et ils sont fantastiques, ils ne sont pas venus chez moi. Hein. Bon, j'étais pas au courant, hein, c'était pour un anniversaire de. Je ne vais pas passer, c'est trop personnel, mais enfin bon, bref. Mais eux, quand ils commencent à chanter, il y a un oiseau qui arrive. Alors nous ne savons pas faire ces choses-là. Et ce serait quand même merveilleux de pouvoir aller jusqu'à une forme de dialogue, mais je dirais même avec les plantes. Hein. Et non pas une espèce de maîtrise très brutale en disant bon ben voilà on sait faire et on a les outils. C'est bon, tout. Je pense qu'on en est au balbutiement hein, de savoir comment on dialogue.
a deux sortes de jardins partagés. Il y a ceux, comme Madame dit, où c'est une friche qui est occupée par un groupe de personnes, une association. Et chez nous, il y a la mairie qui vend des carrés de terre, enfin pas qui les vend, mais qui les loue, les carrés de terre, à des personnes individuelles, puisque chacun paye chaque année quelque chose. Alors ça, ce ne sont pas des jardins partagés, ce sont des jardins familiaux. Familiaux. Ce sont les ancêtres des jardins ouvriers. Et là, effectivement, c'est une location de parcelles. C'est très différent. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, vous allez jardiner votre parcelle toute seule ou avec des amis ou avec qui vous voulez. Bien sûr, mais c'est pas du tout le même concept. Non, pas du tout, pas du tout. Je voulais savoir, vous êtes convaincu ou pas? Ah bon, ouf. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Votre ministère de la connaissance est et résultat, toute la population de Paris décide de quitter la ville et de venir s'installer pour faire pousser des légumes bio dans la Creuse. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce qu'on y arrive? Il émigre. Au bout du compte, c'est quand même, ce serait l'idéal que tout le monde revienne à la terre. Mais y a-t-il de la place pour tout le monde? Non, donc, il faut surtout que, si je comprends bien ce que vous dites, il faut surtout qu'il y en ait plein qui ne comprennent pas. Ministère de la connaissance, mais on ne comprend pas. Je ne saurais pas quoi vous dire, mais c'est un très bon sujet parce qu'il est en plus en mécanique en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a énormément de vieilles maisons qui étaient abandonnées à vendre depuis très longtemps, elles sont toutes rachetées, dans la Creuse, hein. Il faut le vouloir, quoi. Alors, quelquefois en résidence secondaire, mais quelquefois pas du tout. Donc, il y a une repopulation. Malheureusement, parallèlement à ça, il y a des espèces, encore une fois, de rêves de dirigeants qui disent « Ah, il faudrait qu'on développe le tourisme ». Là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce principe parce qu'il est pensé comme quelque chose qui est juste une mécanique de consommation dans tous azimuts, hein, les machines, les produits, etc. Mais stupide, et pour le coup, on n'est pas obligé de comprendre, hein. On consomme et c'est tout, non, ça, non. Donc il y a les deux, quoi. Les deux mécanismes qui peuvent être antinomiques. Et je ne sais pas quoi vous répondre là, mais en tout cas, bon, vous nous avez fait bien rire, mais vous faites bien peur. Une question. En Mongolie, je suis allé à Ulaanbaatar faire un atelier avec des étudiants en architecture. Et puis j'ai posé des questions sur le désert, est-ce qu'ils avaient des tours à eau? Et en fait, non. Ils n'en avaient pas vu, mais paraît-il, il y en avait eu. Et moi, j'avais entendu parler de ce système de capture de l'humidité de l'air, mais j'en ai jamais vu. Il y a eu une construction dans le sud de la France. Comment vous l'appelez? Oui, c'est ça. Et qui en fait ne fonctionne pas bien et ça ne marche pas. Donc il y a les hauts et des voilà. Mais c'est quand même une question qui est très 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 ancienne, hein. Alors on peut le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'au nord du Chili, il y a le désert d'Atacama avec une partie, alors plus au nord encore, qui est le vrai désert, où il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a pas d'humidité non plus dans l'air. Dans la partie de Chogungo, c'est différent. Il y a par le upwelling, qui est la remontée des courants froids sur l'océan, un courant d'air de nuit qui vient jusque dans la cordillère des Andes, et cette humidité se condense là sur les reliefs. Et après, il faut la capturer. Mais ça marche très très bien. Bon, ça suppose des installations qui ne sont pas habituelles, hein. Mais on peut très bien l'imaginer. Là, la tour à eau que je vous ai montrée, elle est sur la ligne du partage des eaux en Ardèche. C'est pas un endroit où il pleut pas, hein, il pleut aussi, mais on peut, même quand il pleut pas du tout. Et d'ailleurs, la récolte s'était faite après un mois de sécheresse, hein. C'est dans l'humidité de l'air. Probablement en Mongolie, peut-être ailleurs aussi, parce que dans le sud de l'Italie, il y avait des petites architectures minuscules,
pour protéger des plantes, mais elles stockaient aussi de l'humidité. Donc c'est difficile de savoir exactement à quelle époque et où, mais les hommes, ils avaient compris. C'était les rideaux. J'ai regardé au internet en même temps que vous parliez et je trouve très intéressant. Ce sont des rideaux énormes. Oui, alors ça, ce sont des tissus, des toiles qui sont faites aujourd'hui. Moi, j'ai été allé voir des ingénieurs qui se penchent sur cette question-là à l'Institut de physique à Paris. Et ils avaient dit oui, aujourd'hui, on fait des filets et des toiles, pas des pierres. Mais bon, moi, j'avais été montrer mon dessin à ces gens-là suite à une analyse du mont Gerbier de Jonc. Le mont Gerbier de Jonc, c'est là où est née la Loire. Et surpris, au bout de 2 mois et demi de sécheresse, tout était grillé, tout était... Ouais. Mais en montant, je vois une goutte d'eau comme ça qui tombe entre 2 pierres. Alors, il n'y avait pas plu. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un touriste qui a oublié sa gourde ou quoi? Et puis non, finalement, je l'ai analysé comme étant une tour à eau en soi, quoi. Et quand j'ai fait la proposition j'en ai parlé, on m'a demandé plus tard de faire une tour à eau. Là, j'étais un peu embêté. Et je me suis allé voir les ingénieurs en question qui m'ont dit, mais non, aujourd'hui, on ne fait pas ça avec des pierres parce que ça demande beaucoup trop de travail et on ne récolte pas beaucoup d'eau, mais avec des tissus et des filets, on arrive à faire des très bons résultats. Donc, c'est quelque chose qui existe technologiquement aujourd'hui. Oui, oui, voilà. C'est juste un petit complément, c'est même probablement quelque chose de traditionnellement utilisé dans le désert, puisque dans ses œuvres, Saint-Exupéry en parle. Alors je ne me souviens plus si c'est dans Le Petit Prince, où il utilise justement une aile de l'avion pour récupérer l'eau de la nuit. Donc c'est qu'il en avait entendu parler. Oui, ben voilà. J'avais oublié ce détail. Oui, tout à fait. Bonsoir. En 1994, j'avais assisté à la présentation de vos travaux. Notamment, c'était dans le parc André Citroën. Et vous aviez une frustration à l'époque. C'était le fait de ne pas avoir pu mettre de taupe. Alors la question, c'est est-ce que depuis, vous avez eu l'occasion d'implanter ce perturbateur, ce militant politique Il y en a plein à la vallée, hein. Ça je vous confirme. Il n'y a que ça. Taupe. Les taupes. Talpa sylvestris, la taupe. T-A-U-P-E. Vous voyez? Mole, de mole. No sé cómo se llama en español. ¿Talpa? Dígame. Topo, el topo. Topo, topo. Ben, le topo, moi j'aime bien. Topo. Je crois que c'est la même chose en italien. Ah! Talpa. Allora, facciamo un giardino per la talpa. Mi piace molto. Mais j'ai essayé, hein. J'y suis pas arrivé. Je vous explique. C'était à Lausanne, c'était pour 2010, 2000, je sais plus combien. Et là, ils font des manifestations de jardins dans la rue, etc. Enfin bon, comme il y avait une exposition sur mon travail à ce moment-là, ils m'ont demandé de faire aussi une intervention. Et j'ai dit non, j'ai pas le temps. Ils ont insisté et ils ont dit puis le thème c'est le sol. Ah bon, je dis bon, bah, écoutez, moi je vous fais un jardin de taupes. Il y a eu un petit silence. Et puis ils ont dit oui, enfin, on en a déjà. D'accord? Ils ont insisté, et finalement, alors je leur expliquais pourquoi. Hein. C'est que la taupe, ça remue le sol, c'est la taupinière qui est intéressante. La taupe n'a pas de danger, elle mange des vers de terre, des carnivores. Hein. Elle ne dégrade pas les plantes. Par contre, ça permet la levée de dormance de plein de graines qui reviennent à la surface par le fait qu'il y a de la lumière et de l'eau. Et on voit arriver comme ça beaucoup d'annuelles, beaucoup de plantes à cycle très court, qu'on voyait autrefois dans les moissons, qu'on appelait les messicoles, qui ont disparu complètement, parce que les terres retournées, elles faisaient favoriser ça, mais les terres retournées dans les moissons aujourd'hui, elles sont mortes. C'est des terres complètement traitées. Alors je leur expliquais ça, oui, d'accord. Puis finalement, bon, ils m'ont quand même relancé.
Et je leur ai dit, bon, je vous fais un cadran solaire pour taupes. Enfin, pour nous, mais à propos des taupes. Je vous explique pourquoi. On a le temps, là? On a 1 minute. Une. D'accord. Alors, en 1 minute, je vous dis... Non, mais je n'avais pas pour longtemps. C'est juste que quand j'ai commencé à travailler, c'était pour des clients privés. Et je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est pour ça que j'ai dû un jour arrêter et acheter un bout de terrain pour dire comment je fais pour ne pas tuer. Il fallait que j'achète un... Parce que vous ne pouvez pas me servir des clients privés comme cobaye en disant on va expérimenter autre chose. Et j'arrive, donc je tuais. Et notamment avec la taupicine à l'époque, qui était un poison terrible, hein, c'est de la strychnine. Hein. Et puis bon, ce jour-là, j'arrive et je vois, il avait ouvert sa porte, le client là en question, au rez-de-chaussée, la fenêtre, je veux dire, de la cuisine et tout. Il me recevait là, il avait son fusil. Il me dit oui, oui, parce qu'elle arrive là, elle va arriver là. Et il me donne les horaires, 7h le matin, midi, 5h l'après-midi. Il était précis, parce qu'il était presque midi et il avait raison. Ouais, la petite taupinière au bout là-bas. Et alors là, il prend son fusil, il tire. Il tire, mais je ne vous dis pas, mais je l'ai encore le bruit dans les oreilles. On était dans une pièce à l'intérieur. Je dis, on ne peut pas jardiner comme ça. Donc finalement, j'explique ça aux Lausanais, aux Suisses, là. Et ils ont accepté. On a fait un cadran solaire pour taupe avec 3 rochers comme ça, un grand gnomon. Et puis à ces heures-là, on sait que c'est la taupe qui arrive. Elle n'était pas là malheureusement, mais bon. Tu as fait une conférence un jour en arrivant avec une taupe en peluche. Non, ça, c'était pas une conférence, c'était parce que j'avais reçu un grand prix du paysage, il paraît. Bon, c'était Dominique Voynet qui le remettait, parce qu'elle était ministre à l'époque de ça. Bon, elle est sympa et tout, j'ai bien aimé, mais moi, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et j'arrive avec ma taupe sur l'épaule, en disant, voilà, c'est elle, le paysagiste, elle fait des paysages, hein. Et elle est partout, hein. Moi, mes interventions, c'est pas grand-chose par rapport à son boulot. Donc, j'ai expliqué, quoi, voilà.